Voilà. J'ai- Donc, voilà. Ok, ça on l'a vu, c'est bon. Mais, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Donc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en effet, est-ce que déjà, ah oui, qu'est-ce que ça t'évoquait? C'était le serpent, c'est ça, par rapport à la cognition fausse. Oui, ok, exactement. C'est exactement. Ouais, si on voit, comme juste avant, là, on a une corde qui est enroulée sur elle-même, ou on est en Inde, dans un pays chaud, on sait qu'il y a des cobras, etc., etc. Il fait un peu obscur, et donc on voit une corde enroulée sur elle-même, qu'est-ce qu'on aurait l'impression d'avoir un serpent? Ouais, très bien. Donc, techniquement parlant, ce serait difficile de l'appeler perception fausse, parce qu'une perception directe, elle est nécessairement non erronée pour les non-prasanguika. Ouais. Or, celle-ci est erronée. Donc, on ne peut pas techniquement l'appeler une perception directe, mais on dira une cognition non conceptuelle fausse. Une cognition fausse non conceptuelle. Elle est fausse, pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, pour une perception visuelle, la couleur de la table est l'objet apparent et c'est aussi l'objet d'engagement. Donc, si la conscience visuelle se trompe sur l'une, elle se trompe nécessairement sur l'autre. Donc, c'est pourquoi, si on dit que c'est une conscience non conceptuelle qui est erronée, elle sera nécessairement fausse. Ouais. Waouh, ça c'est magnifique, ça c'est très important. Ok, très bien. Et donc, la cognition fausse par excellence, c'est l'ignorance fondamentale. L'ignorance qui saisit un soi, l'ignorance qui est le premier des 12 liens que vous connaissez par cœur, donc je ne vous ferai pas l'offense de vous demander de les donner. Mais le premier des 12 liens, c'est en effet la vue du destructible, la vue de la collection transitoire, la vue égotique. C'est ça le premier lien. Ouais. Et donc, on a l'impression qu'il y aurait un serpent à la place d'une corde, exactement comme on a l'impression qu'il y aurait un soi inhérent en lieu et place des agrégats. Ouais. Ok, donc c'est pourquoi Ariana Nagarjuna se pose la question et d'ici, euh, il dit, en effet, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? C'est-à-dire que de loin, vous voyez un mirage. Et donc, il y a l'impression de voir une flaque d'eau. S'il y avait vraiment une flaque d'eau, plus vous allez vous rapprocher, plus vous devriez la voir. C'est ça que ça veut dire. Si ça existait de manière inhérente, de manière intrinsèque, de manière absolue, plus vous allez vous rapprocher grâce à une analyse ultime, plus vous devriez voir cette existence absolue. C'est ça que ça veut dire. Or, qu'est-ce qu'il arrive? On analyse, on se chez moi. Exactement. Plus on cherche, moins on trouve. C'est exactement ça. Vous êtes d'accord? Comme avec les clés, ultimement, ça veut dire que si on cherche trop, avec... alors si les clés sont bien là, normalement, plus on les cherche, plus on les trouve. Si elles ne sont pas là, dans ce cas-là, plus on les cherche. Non, même s'ils sont là, ouais, Ah, si on est paniqué, oui, oui. Oui, si on est pressé, si on ne sait pas comment faire, si. C'est pour ça qu'on non, mais c'est peut-être parce qu'on cherche les clés à l'extérieur quand on les a perdues à l'intérieur. Oui, il y a une histoire d'un petit vieil qui cherche quelque chose par terre sous la lumière, c'est le seul endroit où exactement. Exactement, c'est l'histoire que Gendamdul a encore relatée hier. Ah, hier après-midi, oui. Où il dit, en effet, il y a un monsieur ou une vieille dame, n'importe qui est en train de chercher sous un réverbère. Il est penché sous un réverbère. Et il y a un autre monsieur qui arrive qui dit, qu'est-ce que vous faites? Bah, je cherche mes clés. Et vous les avez perdues où? Bah, chez moi. Et il dit, bah, pourquoi vous les cherchez sous le réverbère? Parce que là, il y a de la lumière. Ah ouais, mais c'est débile. Il faut aller chercher chez toi.
Ouais, exactement. Ok, donc ça veut dire qu'il faut chercher la réponse à l'intérieur, il ne faut pas la chercher à l'extérieur. Ouais, l'ignorance, c'est un facteur mental, c'est ce qui se trouve dans notre esprit. Donc il faut chercher ce qu'est cette ignorance. Quel est son mode d'appréhension? Quelle est sa façon d'appréhender les choses? Quelle aurait la tête de l'objet de négation s'il existait? Ouais, que veut dire exister de manière inhérente? Que veut dire exister de manière véritable? Que veut dire exister de manière autosuffisante et substantielle? Ça, c'est capital, capital. Sinon, on ne sait pas ce qu'on est en train de chercher. Si par exemple, je vous dis, OK, ok, quelqu'un que vous ne connaîtriez, que personne ne connaîtrait ici, OK, OK. Euh, Par exemple, OK, recherchez Vénérable Geshe Gensen. Dites-moi s'il est là ici. OK, bah c'est facile, il est Geshe, il doit être moine. Donc, il n'y a pas de moine ici. Donc, si on allait à Genève, OK, on allait se balader à Genève, etc., et je vous demande de me dire où est Benjamin. Est-ce qu'il est là ou pas? Est-ce qu'il est là dans la foule? Est-ce qu'il est au marché aux puces ou pas? Qui pourrait me le dire? La première question, c'est qui est Benjamin? Quelle tête il a? Ben là, c'est pareil. Ah oui, mais toi, tu vois qui c'est. Purée, tout le monde connaît mes potes. Ok. Eh bien, bon, il y en aurait d'autres, mais à ce moment-là, ok. Thomas, qui est Thomas? Je ne sais pas qui est Thomas. Ok, bah, il y a Nalanda aussi. Très bien, tous mes potes sont Nalanda, sauf vous. Ok, très bien, très bien. Donc maintenant, si on ne sait pas ce qu'on est en train de chercher, comment est-ce qu'on peut dire ça existe ou ça n'existe pas? Ou c'est là ou ce n'est pas là? Il faut savoir ce qu'on est en train de chercher. D'où l'importance, là encore, de Sautrantika. Hein, si vous lisez Appearance and Reality de Gary Newland, ouais, ou Apparence et réalité, quand il parle du Sautrantika, ouais, il dit que le cinquième des grands bienfaits d'étudier le Sautrantika, c'est de connaître ce qu'est une vérité ultime pour le Sautrantika. Ce qu'est une vérité ultime, c'est un phénomène qui existe par ses propres caractéristiques. C'est un Swalakshana, un phénomène spécifiquement caractérisé, qui existe par ses propres caractéristiques sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Pour les Sautrantika. Ouais. Et donc, c'est une vérité ultime, c'est ultimement capable de prendre une fonction. Ça existe par sa nature propre, par sa localisation propre, par sa durée propre, etc. Si on comprend bien ce que c'est que ça du point de vue Sautrantika, on a l'objet de négation de Ariana Nagarjuna. Si on comprend ce que veut dire le Swalakshana pour les Sautrantika, on sait ce que il faut réfuter comme étant le soi le plus subtil. Ouais, donc ça, c'est très important. Ce soi le plus subtil, c'est comme si on était persuadé qu'il y avait un serpent à la place d'une corde. Et donc, on a l'impression qu'il y a un soi inhérent, une personne inhérente, des objets inhérents, des agrégats inhérents, là où il n'y en a jamais eu. Ouais. Ouais, l'impermanence subtile. Ah bon? Même la vacuité, même les phénomènes permanents. Le Bouddha n'a jamais dit, le Bouddha n'a jamais dit tous les phénomènes sont impermanents. Il a dit tous les composés sont impermanents. Oui, alors l'espace incomposé nous entoure, ouais, mais il est permanent, ouais. Alors subtil, ça veut dire que ça échappe au sens. Ça veut dire que la table, depuis tout à l'heure qu'on parle de cette table, oui, exactement, tout à fait, parce qu'elle n'est pas pratique celle-là. Celle-là, je pourrais en mettre partout, alors que la tasse que j'ai chez moi, je peux toujours l'utiliser comme objet transitionnel. Celle-là, non. Donc là, mon objet, mon nounours transitionnel, c'est la tasse, la table. Ok, donc cette table, depuis le temps qu'on en parle, depuis ce matin, elle a vieilli de combien de minutes? Depuis tout à l'heure, hein, depuis le début qu'on l'a posée, elle était déjà en train de changer. Ok. Elle changeait déjà avant même, exactement. Mais là, c'est pour donner un segment de temps pour voir à peu près. Je vais essayer de finir. Attends. Après, je pars dans tous les sens. Excuse-moi. Donc ici, elle est en train de changer. Est-ce qu'elle donne l'impression d'avoir vieilli d'une heure ou de 2 heures, 4 heures, etc.? Non. Par contre, si on devait la regarder dans 400 000 ans,
Là, on verrait tous les scratchs qu'elle a sur la tronche, etc. Là, on verrait à quel point il y a une distinction. Exactement. On verrait si on la prend en photo maintenant, on la prend en photo dans 400 000 ans. Si on la prend en photo maintenant et on la prend en photo dans 400 000 ans, on verra une différence. Maintenant, si on la prend en photo maintenant, on la prend en photo demain, on verra pas de différence. Pourquoi? Pourquoi? Petit, on voit pas le changement. Parce que c'est subtil, d'accord. Mais pourquoi? Ah, petit. C'est trop lent pour son perception personnelle. Ça change, mais c'est lentement. Trop lentement ou trop rapidement? Si par exemple, ok, on va faire un test. Pourquoi c'est subtil? Pourquoi est-ce que cette impermanence est subtile? Pourquoi est-ce qu'on la décrit comme étant subtile? Ouais. En fait, c'est lié d'une certaine manière. C'est lié d'une certaine manière, ça veut dire que chaque moment infinitésimal de la table est extrêmement ressemblant au moment immédiatement précédent. Donc c'est pourquoi quand on dit, OK, quand on la verra dans 400 000 ans, on verra le changement, ce sera flagrant. Ouais, parce qu'on fera la distinction entre ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle sera dans 400 000 ans. Sauf que si on vivait 400 000 ans et qu'on la regardait tous les jours, est-ce qu'on verrait les changements? Et pourtant, au bout de 400 000 ans, elle serait extrêmement différente. On verrait les scratchs, la peinture serait totalement écaillée, elle n'aurait plus, etc., etc. Ouais. Donc ça veut dire que chaque instant constitutif est extrêmement similaire à l'instant immédiatement précédent, mais reste différent du moment immédiatement précédent. C'est ce que disent les Tibétains. Jawa Shenjung. Jawa Shenjung. C'est-à-dire que chaque moment est autre, Shen, mais est très similaire. Jawa. Et donc ça, c'est très, très important. Oui, donc c'est exactement comme ça. On fait un test de magie, c'est ce que fait Venerable Geshe Dandul dans les retraites de Bodhicitta. Il fait un test de précipitation. Il dit, OK, maintenant vous allez me dire combien de pages sont passées devant vos yeux? Non. Je vais le refaire parce que là, ça a été trop rapide. Combien? Non, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit Bodhicitta sur un papier, puis il sait, OK, je vous le montre. C'est trop drôle. Il écrit toujours le même truc. OK. Très bien. Donc, ça passe trop vite. Je crois que c'est moins d'un vingtième de seconde ou moins d'un dixième de seconde. C'est trop rapide pour le cerveau. Je ne sais plus combien exactement. Enfin, ça dépend. Avant le café, pour moi, c'est même plus que ça. Moins de quoi? D'un cinquième de seconde. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça apparaît à nos yeux, à notre conscience visuelle. Donc, c'est perceptible d'une certaine manière. Ça apparaît, mais c'est pas certifié. C'est pas enregistré. C'est ça qu'on appelle une cognition inattentive en psychologie bouddhiste. Une cognition inattentive. C'est un impermanent qui apparaît clairement à une conscience, mais la conscience n'est pas capable d'engendrer une certitude au regard de ça. Quand on se balade avec nos potes et qu'on discute dans la rue, etc., on pourrait dire, OK, oui, j'ai vu des maisons, mais combien? Combien de fenêtres elles avaient? Quelle couleur elles avaient? Est-ce qu'il y avait des fleurs au balcon ou pas? Incapable de le dire. Et pourtant, est-ce qu'on peut nier que ça puisse apparaître à nos yeux? Non, ça a apparu à nos yeux. Ouais. Et donc là, c'est le même principe. L'impermanence subtile apparaît, mais n'est pas réalisée. Ouais. C'est parce que c'est subtil, justement, ça échappe à nos sens ordinaires. Ouais. Même un diamant change quand on parle de l'impermanence subtile, ça ne veut pas dire nécessairement disparaître un jour. L'impermanence grossière, oui. L'impermanence grossière, c'est la rupture d'un continuum. Change d'instant en instant. Les atomes changent d'instant en instant, etc. Ouais. C'est ça que ça veut dire, l'impermanence subtile. Ça ne veut pas dire que ça s'arrête nécessairement. Par exemple, la conscience la plus subtile, elle est là pour toujours, elle est éternelle. Mais elle change d'instant en instant. Ouais. Oui, si on parle de la nature qui peut se développer, etc., oui, ouais, c'est impermanent, ça change d'instant en instant. Et c'est là pour toujours. C'est là depuis toujours et là pour toujours. Donc c'est éternel, mais c'est impermanent. Donc l'impermanence et la rupture du continuum, c'est pas la même chose, ouais. Oui, mais lui, on sait que, il va disparaître, ouais, alors que la conscience, non. Ouais, ouais, ok. Très bien. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est censé, ok, se dire, ok, le premier lien. Tu voulais dire quelque chose après, Christine? Chaque objet est unique de quelque sorte.
séparent son lui-même, c'est des personnalités, en fait, elles vont vivre chacune à leur aise. Chacun a son continuum de désintégration. Ouais. C'est la même type, le même type de compose. Ouais. Oui, oui. Des bagnoles, des voitures, on a un bon numéro, un bon numéro. On accompagne par des trucs qui se passent. On pourrait dire que même si elles sont Voilà, exactement. oui. Chaque objet. Même si elles sont produites par la même cause, même si elles sont produites par le même arbre, malgré tout, elles vont avoir leur durée spéciale. C'est ça les Sotantika disent comme étant un swirl action, un phénomène spécifiquement caractérisé. Il est spécifique selon sa nature, selon sa durée et selon sa localisation. Ouais, donc sa localisation spatio-temporelle et sa nature. On pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire que cette table, même si elle est très similaire aux autres tables, elle n'est pas les autres tables de toute façon. Ouais. Et elle va durer le temps qu'elle va durer, ça va rien changer pour les autres tables. Les autres tables pourraient durer plus longtemps, moins longtemps qu'elle, ça va rien changer pour elle. Et là où on met cette table, on ne peut mettre aucune autre table. Donc c'est ça un phénomène spécifiquement caractérisé, qui ne partage pas ni sa nature, Ranshi Majepa, Mo Majepa en tibétain, ni sa durée, Du Majepa, ni sa localisation, Yul Majepa. Il ne partage rien de tout ça. C'est pourquoi il est spécifiquement caractérisé. Ouais. Et il existe comme ça sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Et donc, si on comprend ça, on comprend l'objet de négation. Ouais, ok. Donc, ce qui se passe dans notre vie en général, c'est ce que dit sa sainteté, c'est que, je remettrai les diapos peut-être plus tard, c'est que, en général, vous savez qu'il y a plusieurs façons de saisir le soi de la personne. Ouais. Ça, on l'a vu la dernière fois, on avait vu qu'il y avait une saisie extrêmement grossière, extrêmement acquise, etc. C'était l'Atman. Vous vous souvenez de ça? Ok. Et donc, l'Atman, c'était quoi? C'était une personne permanente, unitaire et autonome. Ouais. Pour les Prasangika, c'est uniquement philosophiquement acquis. Aucun bébé, aucun animal ne saisit sa personne comme étant permanente, unitaire et autonome. Il faut mettre le nez dans des bouquins de philo pour envisager ça. Ouais. Ok. Très bien. Donc, bien sûr qu'on peut s'attaquer, bien sûr, à la saisie d'un soi acquise. Tout à fait. C'est tout à fait important de remettre en question ça. Mais il faut aussi et surtout s'occuper du soi inné, la saisie du soi inné, celle qu'on trimballe avec nous depuis des temps sans commencement. Oui, parce que c'est elle qui nous fait du mal depuis des temps sans commencement. Oui. Ok, très bien. Et donc, quand on parle de la saisie du soi, on parle de la saisie du soi des phénomènes, on parle de la saisie du soi de la personne, et la saisie du soi d'une personne en particulier qui est très importante à nos yeux, laquelle? Moi. Nous. Exactement, moi. Exactement. Ouais. Ça veut dire que euh, on peut saisir le soi de n'importe quel existant autre qu'une personne, et on peut saisir le soi d'une personne quand on est attaché à une personne, quand on est dans l'aversion par rapport à une personne, etc. Et parmi toutes les personnes qui existent, on peut saisir notre propre personne aussi. C'est ça la vue du destructible. C'est saisir notre propre personne comme existant de manière autosuffisante et substantielle ou comme existant de manière inhérente. Ouais, ça joue pour tout le monde? Ok, magnifique. On saisit notre propre personne par rapport au phénomène extérieur. Oui, mais Parce que le oui, sujet, il apparaît en dépendance de l'objet, on oui, tout ça, exactement. Et soit on saisit tout, soit on saisit rien. Enfin, oui, non, non. Oui, mais même si ce n'est pas un être conscient, on peut saisir un phénomène, un objet, n'importe quoi, enfin, quelque chose qui est à l'extérieur de nous. oui, on peut même saisir sa retraite, hein. Autre chose. On peut saisir sa retraite comme existant de manière inhérente. On peut publier sur Facebook, je vais faire une retraite en tant qu'ermite pendant 3 ans, etc. On peut saisir sa retraite, etc. C'est tout à fait possible. C'est une déduction, en fait. Alors, une déduction, quand on saisit la retraite, quand on saisit un phénomène autre que nous-mêmes, alors, Existant de façon séparée. oui, c'est ce qu'on dira. Ça veut dire que dès l'instant où, si on saisit la personne comme ayant des caractéristiques séparées des agrégats, comme l'Atman, personne unitaire, autonome et indivisible, vu que ce n'est pas du tout les caractéristiques des agrégats, c'est comme si la personne était séparée des agrégats. Mais personne ne fait ça, sauf dans Doctor Strange, oui, où la personne se sépare de son corps, etc. Et la personne se sépare de son esprit, etc. Hein? Mais oui, tout à fait. Même dans...
Oui, oui, même dans Endgame, ouais, le dernier des Avengers. Ok, donc ça veut dire que si on considère la personne comme étant séparée des agrégats, c'est philosophiquement acquis. Aucun bébé, aucun enfant va se dire, ah, mon moi est séparé de mes agrégats, de mon corps et de mon esprit. Personne ne va envisager ça, à moins de mettre le nez dans des bouquins de philo. Ok, maintenant, si on considère que la personne, ok, aurait une existence autosuffisante et substantielle tout en étant une même nature avec les agrégats, à ce moment-là, c'est une saisie innée. Ouais, ça c'est important. Ça veut dire que la personne se trouverait quelque part comme étant là au milieu des agrégats, etc., comme étant quelque part dans les agrégats, etc., ou comme étant l'un des agrégats. Ouais. Quand, par exemple, on critique notre corps, on critique notre look, ou on critique notre esprit, etc., c'est qu'on s'identifie soit à notre corps, soit à notre look, soit à notre esprit, etc., etc. Oui, idéalement. Mais le problème, c'est que de manière instinctive, on s'identifie à ceci ou à cela. Donc, comme si le soi pouvait être trouvé quelque part. Ouais. Comme si, en effet, il pouvait être même au milieu des agrégats sans être l'un des agrégats. Comme un ours dans la forêt, ils disent dans les textes. Comme un ours dans la forêt. L'ours n'est pas les arbres. L'ours n'est pas la forêt, mais il se trouve dans la forêt. Comme si la personne existait dans les agrégats sans être les agrégats. Ça, ce serait la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Oui, oui, ce serait comme ça. Ce serait comme ça. Ouais. Ok, parce qu'autosuffisance substantielle, ça veut dire quoi? Ça, on l'a vu la dernière fois. Je crois, non? Ben, c'est penser que le moi est comme un super contrôleur des agrégats, quoi. Oui, Il est au-dessus des agrégats, alors que c'est l'inverse, c'est lui qui dépend de ces agrégats. exactement. Et ça, c'est parce que j'ai l'impression que quand on donne un ordre à notre corps, il a l'air d'obéir, donc on a l'impression Alors oui, on pourrait dire que on décide de méditer. Est-ce que c'est notre esprit qui décide de méditer à notre place ou c'est nous qui décidons? Moi, je vais méditer aujourd'hui. est-ce que c'est Qui décide? C'est votre esprit ou c'est vous? carrément. Donc, il y a plus de libre arbitre, ce sont les empreintes. Ah, j'ai volé aujourd'hui, ce sont les empreintes. Je me pose des fois la question. Franchement, oui, qu'est-ce qui, finalement, Donc, il n'y a aucun mérite à chercher à méditer ou à obtenir l'éveil, c'est juste le karma. ben si, non, parce que je peux inverser en faisant de bonnes actions et vont changer la nature du karma. Ah, mais non, c'est tes empreintes positives qui décident à ta place. Oui. Donc, c'est pas... Toi, c'est l'une qui prend le relais par rapport à... Donc, tu n'as aucune responsabilité là-dedans. Ce sera un petit peu ça. Ok. Très bien. En même temps, qui décide. C'est pas vous qui décidez? Ma conscience mentale. Qui a décidé de venir ici aujourd'hui à étudier la sagesse, etc. Et pourquoi j'ai une préférence? Quoi? Non, mais c'est bien que j'ai une préférence. Mais justement, c'est la question. C'est pas parce que mes C'est la enfants. question ici qu'on trouve. Je vais juste vous le dire pour quand même qu'on donne un semblant de suivre le texte. Quand même, qu'on fasse au moins un semblant. Ok. La 9. Ouais, selon votre réalité, un réel mérite est accumulé en révérant un Bouddha réel. De manière semblable, nous, Prasangika, soutenons qu'un mérite pareil à l'illusion est accumulé du fait de révérer un vainqueur pareil à l'illusion. Donc la réponse des essentialistes, si les êtres aimés sont pareils à des illusions, une fois morts, comment peuvent-ils reprendre naissance? Qui reprend naissance, vu qu'il n'y a pas de moi inhérent? Qui décide de venir étudier la sagesse? Qui décide de pratiquer la méditation? Qui décide de se transformer pour obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres? Si c'est pas nous. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est pas vous? Est-ce que c'est vous qui décidez ou pas? Est-ce que vous existez ou pas? Ça, c'est moi qui existe. Ah, mais puisqu'un moi non existant ne peut pas décider quoi que ce soit parce qu'il n'existe pas. Il n'y a que le moi qui existe qui peut décider quoi que ce soit. Une corne de lapin ne peut rien décider. Oui, les enfants. Oui. Ouais. Ok. C'est une forme de...
Il y a- Ah, mais de toute façon, ouais, si je dis je veux obtenir l'éveil, je désire être heureux, je désire que les autres soient heureux, c'est du désir. Et c'est pas de l'attachement. Attention, désir et attachement, c'est pas la même chose, hein. Oui, c'est d'avoir une intention particulière, de décider qu'on veut orienter notre esprit, notre continuum vers ceci ou cela. Je pense qu'on est quand même conduit, parce que c'est quand même des renaissances incontrôlées. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont à bord, c'est les karmas et les clichés, c'est elles qui dirigent. Donc, ça veut dire que certainement, je préfère méditer plutôt que d'aller faire autre chose. C'est peut-être parce que là, mes empreintes méritoires ont germé à ce moment précis, et elles ont été plus fortes que les autres qui sont peut-être latentes mais qui vont germer à un moment donné. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de responsabilité de libre arbitre. Ben, je pense que tant qu'on n'a pas atteint l'éveil, ouais, peut-être qu'on est contrôlé par les terminaux de système. C'est l'exemple du train. On rentre dans le train, ben, c'est des terroristes qui sont à bord pour l'instant. Mais On peut pas quand même entrer dans le train. si il y a une action, tu as une décision. Oui, mais c'est contaminé quand même. C'est contaminé À quand ce même. moment, oui, mais bon, Donc, c'est vertueux, mais c'est pas une contamination. Moitié. Ça, c'est à l'extrême. Bien sûr, on est conditionné, on n'est pas trop libéré encore. On s'entraîne pour reconnaître la distance, quelles sont les conditions actuelles, c'est prendre un petit peu de distance et décider consciemment. Au début, c'est plus difficile, c'est pour moi, c'est plus difficile. Mais on sent qu'on perçoit qu'on a toujours un peu de liberté. Enfin, moi, ça me paraît bizarre aussi que, ok, on a des mauvaises tendances, puis d'un coup, on se dit, ah, bah, tiens, je vais cultiver du mérite. Tout d'un coup, je pense que ça vient du mérite d'avant, et ainsi de suite. Bien sûr, bien sûr. Ah, tu peux l'utiliser Ouais, c'est quand même contrôlé. mais la première vie aussi, la notion cause-effet, tu l'utilises. Tu entends tout, Daniel? Excusez-moi. Tu entends, Daniel, ce qui se dit dans la pièce ou pas? En conscience. Ah bon, on n'entend plus, Daniel. Attends. Ah oui, tu as ton micro. Attends, Tu- c'est Ah, faible, mais j'entends quand même. ok, donc on essaie de parler bien fort, ouais. Ouais. Parce que sinon, le pauvre, il est dans sa grotte. La liberté qu'on a, c'est sur nos actions passées et sur qu'est-ce qui va. En fait, c'est l'état d'esprit de comment on appréhende ces actions passées et ce qu'on va en faire. Après, il y a une Sur les Les actions, actions, on a pas de- elles sont révolues. C'est sur le prénom, Sur les graines, peut-être. Les graines, les graines. les graines, Les graines, oui. et qui sont quelque part, ça s'est manifesté, en fait. Oui, parce que ce qui est passé est passé. Voilà. Ce qu'on a fait hier, c'est hier et c'est fini, on ne peut plus rien faire. Par contre, ce qui a été déposé dans notre conscience, si on n'emploie les 4 forces d'opposition ou la réjouissance, etc., on peut nourrir des graines vertueuses et entamer les graines non vertueuses. Ça, c'est possible. Ouais. Non? Ouais. Ouais, d'avoir des bonnes intentions déjà en se levant le matin, quoi. Puis d'avoir ça Exactement. tout au long de la journée, c'est- Mais alors, qui a ces Est-ce que c'est nous intentions? qui décidons? Est-ce que ce sont Ouais, c'est toi. Avec tes intentions quand même. Alors, moi, C'est peut-être nos empreintes qui mais m'attirent à ce j'ai- moment-là qui nous donnent l'idée. mais j'ai des signes, c'est sûr, j'ai eu du karma derrière qui m'a aidé à faire ça, mais bon, je sais pas. On n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de dire que on serait une personne totalement libre de décider de tout. Sinon, je déciderais, OK, tel dans le monde, où je veux aller dans le ciel, etc., je pourrais le faire, etc. Ou je veux obtenir l'éveil tout de suite, maintenant, aujourd'hui, dans 1 heure, ou même dans 1 seconde. Inscrit, hein, Parce qu'on n'a pas on n'a pas cette liberté-là, ouais. Mais on n'est pas non plus déterminé. Il n'y a pas un déterminisme absolu. Sinon, il n'y aura aucune causalité karmique. Ça veut dire que la causalité karmique, c'est en dépendance d'une intention. L'intention, elle est effectuée en dépendance de nos casseroles, parce qu'on a des habituations. Ouais, il y a le karma comment ça s'appelle? Le karma d'habituation, le fruit karmique d'habituation. Ouais, quand on prend plaisir à certains actes, de méditer, etc., ou au contraire de tuer les autres, etc., c'est des fruits karmiques d'habituation. Ouais. Mais on a quand même une certaine liberté de choix. On peut décider, OK, en fonction de est-ce que je veux vraiment être heureux ou pas? Est-ce que le bonheur tombe du ciel ou pas? Est-ce que le bonheur dépend de causes ou pas? Il dépend de causes appropriées ou des causes discordantes ou pas? Et donc, quelles sont ces causes que je dois développer ou pas? Et donc là, on peut avoir le choix de cette manière-là. On n'a pas un choix, c'est pas infini, parce qu'on on n'est pas libéré. Mais on a une certaine marge de manœuvre. C'est ça le juste milieu entre le hasard et l'absolu, entre le déterminisme absolu et la liberté totale. Non? C'est un petit peu comme ça, j'imagine. Ouais, c'est pas la conscience mentale, du coup, d'une entité qui décide. Alors, si on dit, Qui raisonne si comme on ça. parle d'une personne, si on est du point de vue du Bodhisattva Shantideva, etc., qui renaît? Qui est la personne? Est-ce qu'on parle d'une conscience mentale?
Parce que si on cherche vraiment ce qu'est la table et qu'on la trouve dans ses parties constituantes, on la cherche ultimement, on la passe à la machine à rayon X ultime et qu'on la trouve, ça veut dire quoi? Qu'elle a une existence ultime. Or, pour les personnes handicapées, plus on cherche, moins on trouve. Donc, si la personne, c'est la même chose, maintenant la personne, on la soumet à la machine à rayon X ultime, qu'est-ce qu'on va trouver? La personne? On va trouver des agrégats, puis même si on les soumet, ben, on trouvera leur partie et ainsi de suite. En réalité, on trouve l'absence de personne ultime. On trouve sa vacuité d'existence ultime. Ouais. OK. Et maintenant, si on soumet les agrégats à leur tour, on va trouver quoi? La vacuité des agrégats. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on est censé faire. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est que normalement, comme dit Sainte dans Appearing and Empty, c'est que la plupart du temps, quand on a des afflictions au quotidien, on a des afflictions grossières qui naissent en dépendance de la saisie du soi grossier, à la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Et pourquoi à l'origine il y a cette saisie d'un soi autosuffisant et substantiel? Parce que derrière ça, il y a la saisie de l'existence inhérente de la personne. Ouais. Et pourquoi il y a ça? Parce que derrière ça, il y a la saisie de l'existence inhérente des agrégats, mes sensations, mon esprit, mon corps, etc. Et donc, en dépendance de la saisie des agrégats, il va y avoir la saisie de la personne. De cette saisie d'existence inhérente de la personne, il y aura une saisie encore plus grossière, donc des afflictions grossières. Il faut s'attaquer d'abord à la saisie grossière du soi de la personne. Donc, réaliser l'absence du soi autosuffisant et substantiel de la personne. Et là, on pourra découvrir le plus subtil. Si on n'élimine pas les tâches grossières, ce sera très difficile de voir les tâches subtiles. Ouais, ça vous parle? Oui. Alors, c'est dommage parce que je n'ai pas traduit les diapos pour le mercredi dernier pour les débats en anglais, parce que j'ai fait tout un cours sur existence substantielle, existence imputée, mais je les traduirai pour une fois prochaine parce que c'est extrêmement utile. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart du temps, quand on dit une personne autosuffisante et substantielle, autosuffisant, ça veut dire comme si c'était le boss des agrégats. Ouais, comme s'il dépendait moins des agrégats que les agrégats dépendent de la personne. Ouais, comme le pilote dans l'avion par rapport aux passagers. Ouais, le pilote est plus important. Ouais, si les passagers sautent en parachute, le pilote peut encore continuer son voyage. Mais si c'est lui qui saute en parachute, ce serait compliqué pour les passagers. Ouais, donc on a l'impression spontanément que la personne, c'était comme le pilote de l'avion. Ouais, que les agrégats sont comme les passagers, qui dépendent plus du pilote. Ouais. Ok, ça c'est autosuffisant. Maintenant, substantiel, ça veut dire quoi? L'existence substantielle, littéralement en philosophie bouddhiste, chez les Soprantika, ils vont dire ce qui est une existence substantielle appréhensible de manière autosuffisante. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, à 15h32. T'as l'explication de l'explication. Non, mais parce que j'ai essayé de comprendre ces termes dans le livre sur la vacuité. Le livre sur la vacuité de je ne sais qui. Non, mais l'édition Mariana, le livre sur la vacuité, il y a aussi ces explications, mais j'ai relu une fois. Oui. Donc, ce qu'il faut voir, Ça rentre pas. ce qu'il faut voir, c'est que il faut revenir sur. J'ai justement des slides là-dessus, donc on va les voir. Le substantiel, c'est un On va les voir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il n'y a personne qui décide de la séparation. Le substantiel, C'est la même chose. Et chez TechShop. Et chez TechShop. j'essaie de réunir. Non. C'est chez TechShop. Voilà, ça, on le sait. Mais ça marche, je pense que ça fait bien. Ouais, c'est ça. Très bien. Ok, donc pour Daniel, le petit partage d'écran. Yeah. Ouais. Ok, existence substantielle, existence imputée, c'est exactement ça. Ouais. Très bien. Mais en français. Là, c'est en français, ouais. Très bien, donc l'existence Super, bravo. substantielle. Alors, j'ai pas traduit comme ça sur le spot, hein, c'est en fait, c'est tombé.
L'existence substantielle, c'est très important. Vous trouvez dans Knowledge and Liberation d'Anne Klein, c'est juste magnifique. Elle est juste incroyable. Incroyable. Et aussi dans Debate in Tibetan Buddhism, vers la fin, vers la page 760, il donne les 4 divisions terminologiques de l'existence substantielle. Est-ce que l'objet a la capacité d'opérer une fonction? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est impermanent? S'il est impermanent, c'est un existant substantiel, tout simplement. OK. Maintenant, comment l'objet est perçu? C'est ça qu'on va voir. Ensuite, il y a les permanents et les existants. Ils sont considérés aussi comme des existants substantiels, mais c'est une division terminologique. Ça veut dire quoi, une division terminologique? C'est pas une vraie division. C'est pas une vraie quelque chose, division. C'est des fleurs artificielles ou des fleurs vraies fleurs. Voilà. C'est des fleurs, mais c'est pas des fleurs. Les fleurs, exactement. La division terminologique des fleurs, c'est entre fleurs naturelles et fleurs artificielles. Pourquoi division terminologique? Ça veut dire façon de parler. Ça veut dire une façon de parler. Les fleurs artificielles ne sont pas vraiment des fleurs, mais on les inclut dans les fleurs. Ouais. Ils sont pas Permanent. Ils ne sont pas équivalents. Exactement. Les objets, les objets de Ok. fonction, les chiffres. Donc, Non, mais ça, ce ne c'est sera pas des une divisions, hein. Ce sera des équivalents, mais pas des Ouais. divisions des objets. différence. Ok, mais c'est pas grave. Donc, les permanents, les existants, c'est juste une façon de parler, c'est pas vraiment des existants substantiels, donc on les met de côté. Ok, les vrais existants substantiels, c'est les impermanents et ceux qui peuvent être perçus sans passer par autre chose, c'est ce qu'on va voir. Ok, donc impermanent, ok, on a compris, objet qui a la capacité d'opérer une fonction. Maintenant, existant substantiel, existant imputé sont 2 trucs totalement contradictoires. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ouais, ok. Donc si c'est impermanent, c'est pas permanent. Si c'est permanent, c'est pas impermanent. C'est tout simple. Ouais. Ok, donc ça c'est facile. Et même chez les Sootrantika, les permanents sont des simplement imputés, des existants simplement imputés. Et donc ça c'était juste pour les Sootrantika. Les phénomènes généralement caractérisés, tout à l'heure, on a parlé des spécifiquement caractérisés avec la table qui est spécifique de manière géolocalisée dans sa durée, dans sa nature. L'opposé, ce sont les phénomènes permanents qui sont généraux en termes de localisation, en termes de nature et en termes de durée. Exactement, c'est l'opposé direct. Donc là, c'est tombé, c'est pas pour vous. OK. C'est le teaser pour ceux qui veulent suivre les débats en général. C'est le teaser. OK, comment l'objet est perçu? C'est ça qui nous intéresse. OK, si vous regardez dans The Beautiful Adornment of Mount Meru de Shankara Dorje, vous trouvez ça aussi. Dans Knowledge and Liberation, vous retrouvez ça aussi. Dans Debate in Tibetan Buddhism, vous retrouvez ça aussi. Dans Searching for the Self de sa sainteté d'Alama avec la Vénérable Total Children, dans Realizing the Profound View et dans Appearing and Empty, vous retrouvez plein d'informations là-dessus. Donc ça, je vous les conseille vivement. OK, donc ça veut dire quoi? L'objet qui est perçu sans devoir dépendre d'autre chose, c'est ça un existant substantiel. Ouais, OK, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un existant imputé, vous avez besoin de le percevoir en dépendance d'autre chose. OK, très bien. Vous vous souvenez, on a parlé de ça la dernière fois, on a dit que tous les impermanents étaient réunis en 3 grandes catégories qui sont matière, conscience et composés non associés. Exactement. Matière, conscience et composés non associés. Si c'est impermanent, c'est nécessairement soit de la matière, soit de la conscience, soit un impermanent qui n'est ni les 2 premiers, ni de la matière, ni de la conscience. Un exemple, justement, une personne. Est-ce que la personne est son corps? Non. Est-ce que la personne est son esprit? Non. Est-ce que la personne est impermanente? Non. Oui. Oui. J'ai eu peur, ça y est, pour remettre les autres slides de tout à l'heure. Est-ce que la personne est impermanente? Oui. Est-ce que la personne est de la matière? Oui. La personne est de la matière, donc on ne peut pas dire la personne est intelligente. La personne est intelligente, la personne est joyeuse. Est-ce que la matière est intelligente? Est-ce que la matière est joyeuse? Non. Donc, la personne n'est pas de la matière. Est-ce que la personne, c'est de la conscience? Est-ce que vous êtes votre esprit? Lequel de votre esprit seriez-vous? Votre conscience visuelle? Votre conscience auditive? Votre conscience mentale? Laquelle? Donc, la personne n'est pas sa conscience. Si la personne était de la conscience, comment est-ce qu'on pourrait dire que Myriam est assise? Est-ce que la conscience peut être assise? Donc, la personne est impermanente, mais elle n'est ni le corps, ni l'esprit. Donc, c'est un composé non associé.
C'est ça que ça veut dire. Ok, une montre, c'est un existant substantiel. Pourquoi? Parce que quand vous regardez une montre, vous la regardez directement et il n'y a pas besoin de passer par autre chose que de la matière pour voir une montre. C'est de la matière. Ou celle de Dali, c'est pas Ouais, mal. exactement, j'aime bien celle de Dali. Mais quand même à un certain niveau, parce que c'est quand même une base s'apprête à être une montre. C'est quand même un poupée, non? Alors, on pourrait dire que tout est imputé parce que Ouais. tout est désigné. Ouais. Mais il y a quand même une différence entre un existant imputé et être imputé. Ça, Simplement, c'est une porte de sortie super. Un existant imputé qui n'est pas appréhensible de manière autosuffisante, c'est par exemple le temps. Parce que comment on fait pour voir le temps? Le temps est impermanent, par exemple, le dimanche ou samedi. Là, aujourd'hui, on est samedi. Samedi est impermanent. Mais est-ce que samedi, c'est de la matière? Est-ce que samedi, c'est de la conscience? Non. Donc, samedi est un composé non associé. Donc, c'est du temps. Comment est-ce qu'on fait pour voir le temps si ce n'est pas de la forme? Notre conscience visuelle ne peut avoir comme objet apparent que de la forme. Notre conscience auditive aussi. Et donc, pour voir le temps, comment on fait? On regarde une montre. Ou on regarde le soleil, ou l'ombre qui passe dans la forêt, etc. Et donc, on regarde quelque chose qui est d'une nature autre que le temps. Donc, le temps est un existant imputé, alors que la montre est un existant substantiel. Pour voir la montre, il y a besoin de juste voir la montre et c'est tout. Il y a des connexions aussi. Mais attention, parce que même pour les Prasangika, la montre est un existant substantiel, d'accord, appréhensible d'une manière autosuffisante, mais c'est aussi simplement imputé. Parce que pour les Prasangika, rien n'existe de manière inhérente. Donc tout reste de manière existant de manière simplement imputée. Ça, c'est très important, oui. Bravo! Mais simplement, la différence entre imputé et simplement imputé, c'est l'exemple que donne Marco, que tout est désigné. Exactement. Pour Ouais. les Prasangika. Pour les Sotrantika, la différence, c'est que les simplement imputés, c'est les permanents. Pour les Prasangika, c'est tous les existants. Ouais. Ok, donc le temps est impermanent, mais le temps n'est pas de la matière, le temps n'est pas de la conscience, donc c'est un composé non associé. C'est ça la définition d'un composé non associé. C'est un impermanent qui n'est ni matière ni conscience. Et donc, vu que ce n'est pas de la matière, comment est-ce qu'on fait pour le voir? En observant de la matière, en observant quelque chose qui n'est pas de sa nature. Et donc, c'est pourquoi on appelle ça un existant imputé. Ouais, ça vous parle, ça on l'avait déjà vu plusieurs fois, mais c'est bien d'en remettre une couche. Et donc, la montre, elle, c'est un existant substantiel, dans le sens existant substantiel, appréhensible de manière autosuffisante. Parce que si on ne rajoute pas appréhensible de manière autosuffisante, pour les prasangika, existant substantiel voudrait dire existant inhérent. Or, c'est réfuté. Ouais, donc faites attention, hein. Là, c'est une explication un peu superficielle. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, pour voir une personne, on a besoin de voir le visage de la personne. On a besoin d'entendre la voix de la personne. Vous êtes d'accord? Donc, le visage de la personne est un existant substantiel appréhensible de manière autosuffisante. Or, la personne n'est pas son corps. Donc, c'est pourquoi, pour voir la personne qui n'est pas de la matière, on est obligé de passer par la matière. Comment est-ce qu'on fait qu'on dit qu'on voit une personne? Parce qu'on a vu son visage. Parce qu'on a vu une partie de son corps. Vous êtes d'accord? Et donc, c'est pourquoi la personne est un existant imputé. Et d'ailleurs, la définition d'une personne, c'est quoi? C'est en effet un individu imputé. Un individu imputé en dépendance de toute ou partie de ses agrégats. Un individu imputé, c'est ça que ça veut dire. Un existant imputé. Ça veut dire que pour l'appréhender, il faut passer par quelque chose d'autre que ça. Il faut passer par son corps. Ouais, ça joue? Ok, sauf que notre erreur fondamentale, c'est d'imaginer qu'on pourrait voir un tel ou une telle sans avoir besoin de passer par son corps. On a l'impression que ça existe de manière substantielle. D'où la notion d'un soi autosuffisant est substantiel. Ça joue? Ou pas? Ok, c'est pas évident, je vous l'accorde. Mais pour la fois prochaine, je traduirai ces diapos qui sont plutôt mieux faites que celles-ci. Ça, c'est des vieux trucs. Ok. Ok, donc la fleur est un existant substantiel, ok. Le pot est un existant substantiel, etc. Dans les deux sens, ça veut dire qu'il est impermanent et il est perçu sans avoir besoin de Le percevoir. moi, c'est un truc qui existe, qui est une forme de conscience. Hein, quoi? Le moi, c'est un truc qui existe, qui est une forme de conscience. Exact, et c'est un impermanent, en plus, qui est une forme de conscience. Donc le je, parce que je, personne, soi, individu, etc., sont équivalents, conventionnellement. Alors l'ego, c'est plus, parce que l'ego, ça dépend. Ça dépend quand on dit la saisie égotique, on a l'impression que l'ego qu'on est en train de saisir à cause de notre ignorance n'existerait pas. Et quand on dit j'ai un ego très fort, etc., dans ce cas-là, ça veut dire qu'il existe.
Donc, dans ce cas-là, c'est le sujet qui saisit l'ego qui existe. Mais l'ego lui-même n'existera pas. Ouais, donc, ça dépend. L'ego, c'est plus. Oui, exactement. Mais dans ce cas-là, du point de vue bouddhiste, on dira l'ego qui existe, c'est la saisie de l'ego qui existe, parce que cette saisie existe. Ouais. Par contre, ce qu'elle est en train de saisir, ça n'existe pas. Ouais, c'est comme l'eau à la place du mirage. Ouais. Ok, donc ça, c'est très important. Et je voulais essayer de... voilà, donc la personne, c'est un existant substantiel parce que c'est un impermanent, mais c'est un existant imputé de manière qui n'est pas appréhensible de manière autonome. Ouais, donc c'est pourquoi ça peut sembler se contredire. Ok, une personne, comme on voit, est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. L'impermanence elle-même, c'est un composé non associé. Ok, très bien. C'était quoi après? Ok, laissez tomber, c'est pas pour vous. La On forêt. n'a pas droit au bonus. La forêt est aussi un existant côté. Alors, ça dépend. Parce que la forêt, quelque part, c'est conceptuel, parce que c'est tous les arbres qui font la forêt. Ça dépend. Ça C'est dépend les vraiment. collections qui sont aussi des éléments. Ouais, pour les Vaibhashika et les Sautrantika qui suivent les Écritures, oui. Mais Ah. sinon, pour les autres, non. Ouais, ça veut dire que pour les autres, par exemple, c'est ce que dit Gary Newland aussi dans Appearance and Reality, il dit qu'en effet, le tout et les parties ont un même niveau d'existence pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement. Ouais, ça veut dire que la forêt est aussi une vérité ultime parce que c'est l'objet apparent d'une perception directe. Ouais. Ok. Mais par contre, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que les arbres et la forêt, ça c'est très très utile pour essayer de comprendre l'absence d'existence inhérente. Ouais, c'est ce que dit Ravana Michel Ocel, qui est vraiment exceptionnel par rapport à ce type de méditation sur la réalité. Il dit par exemple, vous avez votre ami à gauche et votre ami à droite. Ouais. Votre ami à gauche dit, oh regarde, parce que Michel Ocel, en général, il habite dans la montagne, dans les Pyrénées, dans le lieu de retraite de Nalanda. Et donc, il voit toujours un magnifique paysage avec la forêt qui va jusqu'à la moitié de la colline en face. Et donc, il dit, OK, vous avez votre ami à gauche qui dit, oh, regarde, tous ces arbres, ils sont magnifiques, etc., ils sont vraiment splendides. Et votre ami à droite qui dit, ben non, moi, je vois qu'une forêt. Qui a raison? Est-ce qu'il y a plusieurs arbres ou est-ce qu'il y a une seule forêt? Les arbres et les arbres. Qui a raison? Les deux ont raison. La forêt, c'est Les les deux arbres. ont raison. La forêt d'arbres. Ouais, ça fait une forêt, c'est d'arbres, de toute façon. Ouais, on Ça, dit c'est ça. autre chose. Qui a raison? Est-ce qu'il y a plusieurs arbres ou est-ce qu'il y a une forêt? Parce que plusieurs et singulier, c'est contradictoire. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est une question de perspective. Donc, En forêt, c'est contradictoire, mais c'est vraiment entité. Donc, il n'y a pas de commune entre un et plusieurs, sauf pour Jean-Claude Van Damme. c'est une même entité. La personne, son corps, sa conscience, les agrégats, c'est la personne et les agrégats, c'est pareil. La forêt, J'adore, l'arbre. j'adore sa façon de présenter les choses, c'est juste, mais pas pour moi, c'était comme un choc, quoi. Voilà, c'est juste incroyable. Donc, ça veut dire que si l'un a tort et l'autre a raison, ça veut dire qu'en effet, on pourrait dire, OK, il y a plusieurs arbres de leur propre côté. Et la forêt, OK, c'est juste une hallucination. Ou si c'est celui qui dit qu'il y a une forêt qui a raison et celui qui dit qu'il y a plusieurs arbres qui auraient tort. Or, parce que ça existerait de son propre côté. Si on dit tout le monde a raison parce que ça dépend de la perspective du sujet, ça veut dire que ça n'existe pas de son propre côté. Magnifique. C'est Magnifique. comme je sais plus quel symbole c'est. En fait, suivant l'éclairage, on va avoir un rond, on va avoir un carré. Oui. Quand tu vois le cylindre, Exactement. si la personne se met là, tu vois le rond, puis si l'autre passe Oui. là, tu vois le. Tout à fait. Ou même, tu peux voir un 6 qui est dessiné là, Oui, et pour moi, ce sera un 9, et pour toi, ce sera un 6. c'est joli. Et donc, si c'est une perspective, ça dépend de la perspective du sujet, ça n'existe pas de manière pleinement objective. Ça, c'est très important. Là, c'est comprendre ce que veut dire absence d'existence inhérente. Parce que si ça avait une existence inhérente, ça existerait de son propre côté sans dépendre d'une perspective particulière. Et donc, ça veut dire que soit l'un aurait raison et l'autre tort, soit inversement. Et celui à droite aurait raison et celui à gauche aurait tort. Or, les deux ont raison. Ça veut bien dire que ça n'existe pas de son propre côté. Vous êtes d'accord? Et si on dit que les deux ont tort, c'est le nihilisme. Ah oui, si on dit que les deux ont tort,
C'est comme ceux qui disent, ah ben non, là, c'est Vishnu. Ah non, non, c'est Shiva. Puis l'autre qui arrive, et vous avez tous les deux tort. Mais c'est pas ça qu'on cherche, hein, c'est ça. Voilà. Si c'est bien la représentation d'un dieu ou d'un autre. Est-ce que ça vous parle? Pourquoi ils auraient tort? Les deux? On pourrait enfin, aussi poser ce postulat-là. Enfin, si tout est subjectif, c'est qu'objectivement, les deux se trompent, quoi. Il y Mais aurait subjectivement, ils ont raison, mais objectivement, ils ont tous les deux tort. il y aurait une vérité. Bah, les 6, c'est les 6, le 9, c'est le 9. Ça, c'est de la science. Toutes ces études pour ça. Bien pointé. C'est ça qu'on appelle ça. C'est ça qu'on appelle Oui. Ça, c'est le de Jimi Hendrix qui a Oui. c'est pas une chanson de Jimi Hendrix. Ah ouais? C'est Six turned out to be nine. C'est quoi? Les C'est six six de devenus neuf. Ah, c'est le mouvement. Ouais. excellent. Je savais l'écouter, ouais. Wow, génial. Une chanson de plus à écouter, c'est cool. Mais ça veut dire. Être suffisant et substantiel, mais autosuffisant, ça applique au Dieu, soit Oui, ça n'applique pas au phénomène. exactement, tout à fait. C'est tout à fait ce que dit. Oui, c'est ce que dit Anne Klein aussi dans Knowledge and Liberation. Elle dit que this denial, cette réfutation de soi autosuffisant substantiel ne s'applique qu'à la personne. Et on retrouve aussi dans une note de la Vénérable Tenshogen dans Searching the Self. C'est dans celui-ci, en tout cas l'un des 3 derniers de la série, où elle donne comme note aussi qu'en effet, il y a un soi autosuffisant substantiel qui n'est pas réfuté. Mais elle dit juste que ce n'est pas réfuté par les essentialistes, mais Venerable Geshe Gelsen dit que même les personnes du cas acceptent l'existence substantielle en termes de appréhensible de manière autosuffisante. Ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans Adornment, the Beautiful Adornment of Mount Meru de Chinkarya Pelogye, il y a une distinction, justement, comme on disait tout à l'heure, entre Rankya Tupetzeyo et Rankya Zin Tupetzeyo, entre existence substantielle et autosuffisant, et existence substantielle appréhensible de manière autosuffisante. C'est 2 choses différentes. Ouais, appréhensible de manière autosuffisante, c'est comme la montre, ou comme la table, ou comme le visage, etc. Mais par contre, autosuffisant et substantiel, en effet, comme tu le dis, c'est uniquement un objet de négation. Ça n'est accepté par personne, ni la personne du cas. Ouais, parce que c'est justement le soi grossier de la personne. Ouais, ça vous parle? Donc là, pour la prochaine fois, j'essaierai de faire ces diapos parce que c'est extrêmement révélateur par rapport à qu'est-ce que ça veut dire existant autosuffisant substantiel. C'est ce que dit aussi Anne Klein, elle dit que personne ne se pose la question, est-ce que la table, qui est le tout par rapport à ses parties, est-ce que le tout donne l'impression d'être le patron des parties pour une table? Non, personne ne se pose la question. Donc personne ne se dira, bah, la table, elle est un soi autosuffisant et substantiel. Par contre, elle est appréhensible de manière autosuffisante. Ouais, ça c'est important de faire ces distinctions. Ok, waouh, très bien. Très bien, très bien. Donc, c'est ce qu'on verra dans le chapitre. Dans la suite du chapitre, on verra qu'en effet, le Sarvashanti-Deva va déconstruire le moi. Il va parler bien sûr du moi tel qu'il est évoqué dans certaines traditions non bouddhistes, mais on ne va pas trop en parler, sauf si ça vraiment ça vous intéresse. Mais si ce n'est pas si pertinent pour nous, on peut le mettre de côté. Et ensuite, il va s'appliquer aux agrégats eux-mêmes. Ouais. Et donc, c'est là où on a les 4 établissements de l'attention que vous connaissez par cœur. Vous avez tous fait des retraites de Vipassana dans tous les coins du monde. En tout cas, c'est quelque chose qu'on est amené à pratiquer parce que si on ne médite sur le non-soi de la personne et qu'on laisse intacte la saisie du soi des agrégats, eh ben, c'est comme la marée au Mont-Saint-Michel, ça revient à la vitesse d'un cheval au galop. Après, le but, c'est vachement puissant. Ça c'est important. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de, tout le blabla que je suis en train de vous raconter là, c'est vraiment le tout début. Après, il faut vraiment revenir sur le coussin. Essayez de méditer là-dessus. Essayez de se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Qu'est-ce que ça veut dire autosuffisance substantielle? Qu'est-ce que ça veut dire exister de manière inhérente? Est-ce que je me saisis vraiment comme ça ou pas?
Parce que sinon, ça reste de la théorie. Exactement. Et c'est ce que dit aussi sa sainteté. C'est ce que dit sa sainteté. Il dit on peut même comprendre cette théorie parfaitement, mais et blablater pendant des heures sur la vacuité, mais ne rien modifier par rapport à notre saisie de notre ego. Pourquoi? Parce qu'on aurait oublié de l'appliquer à notre propre ego. Et c'est ce que dit sa sainteté. Il dit, quand on veut méditer sur l'absence du soi, de la personne, etc., il faut d'abord déterminer l'objet de négation. Il faut se remettre dans la situation où quelqu'un nous a critiqué ou complimenté, etc., où on a la mayonnaise qui monte, etc. Et là, on a l'objet de négation. Et là, on peut appliquer tous ces raisonnements. Sinon, on peut parler de vacuité, etc., comme moi, je me la pète, je me la raconte devant vous, etc., vous parlez de tout ce vocabulaire en sanskrit, en tibétain, tout ça, mais mon ego n'a pas changé d'un iota par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Donc, c'est extrêmement triste dans ce cas-là. Il faut vraiment l'appliquer et le méditer sur le coussin et se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cet ego, etc., qui remonte à la surface dès que soit il y a une situation effrayante, soit quand on nous critique, soit quand on nous complimente, etc. C'est très, très important. C'est vraiment la finalité de tout ça. C'est pour être plus heureux. Puisqu'on sait que l'ego, la saisie égotique, la saisie du soi, etc., c'est ça qui nous fait du mal depuis les anciens commencements. Plus l'égocentrisme qui travaille main dans la main avec tout ça. Hein. Oui, alors ça a plusieurs sens, la non-dualité. Ouais. Les apparences dualistes, il y a plein de sens différents. Chez les Chitamatrins, chez les Prasangika, dans les tantras supérieurs, il y a des apparences dualistes extrêmement subtiles qui constituent le voile cognitif extrêmement subtil dont il faut se débarrasser aussi. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les sutras dans ce cas-là. Voilà, il y a beaucoup de sens à chaque fois d'apparence dualiste. La saisie directe de la vacuité, la réalisation directe de la vacuité, donc il n'y a plus d'apparence dualiste. Oui, exactement. Mais après, qu'est-ce qu'on entend par non dualiste? Est-ce que ça veut dire que les deux sont un? La conscience qui réalise la vacuité. Le fait de sentir le coussin, déjà, c'est une vérité, mais quoi. Oui, et ça, on n'a pas le choix. Au sens conventionnel, il y a nécessairement une dualité. Parce que si on dit qu'il n'y a plus de dualité, ça veut dire que la personne qui s'assoit sur le coussin et qu'elle n'a pas de dualité avec le coussin, ça veut dire que la personne devient un coussin. Donc après, je ne sais pas ce que tu fais dans ton temps libre. Non, au-delà, non, ça reste toujours là, effectivement. C'est une phrase comme ça qui dit il y a l'histoire du goût, du saveur, du toucher. Oui, exactement. Donc ça, c'est quoi? C'est dans la vacuité. Ouais. C'est littéralement dit que ton panier, la zoom, et son, et deuxième, etc. Dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Dans la vacuité, au sens ultime. Ça, c'est très important. C'est une expérience de non-dualité. Ça veut dire non-dualité, ça veut dire aucune apparence dualiste. Ni l'apparence dualiste sujet-objet, ni l'apparence dualiste d'existence inhérente, ni l'apparence dualiste d'une vérité conventionnelle. Il n'y a aucune vérité conventionnelle qui apparaît pour les non-bouddhas. Attention, hein, pour les non-bouddhas. Il n'y a aucune apparence conventionnelle, aucune vérité conventionnelle qui apparaît au regard de la perspective qui appréhende directement la vacuité. Il n'y a que la vacuité qui apparaît, c'est tout. Pas même la conscience de la personne. Ouais, la personne n'est pas en train de se dire je suis en train de méditer la vacuité, etc. Pas du tout, ça c'est impossible. C'est un peu l'action que je m'attends une fois, la personne, c'est des temps de l'extérieur, de comment. Non, je disais, à un moment donné, quand tu es en absorption méditative sur la vacuité vue de l'extérieur, tu n'agis pas, tu n'agis pas, on pourrait penser que tu es en coma. Même une personne qui n'est pas sur la vacuité, quelqu'un qui est dans le sans forme, etc., qui est dans un samadhi extrêmement profond, etc., il pourrait y avoir une bombe atomique à côté, ça ne changerait pas grand-chose pour elle, il n'entendrait pas. Après, dans le sans forme, il est dans sa sphère, où il n'a pas de forme, enfin bon. Mais là, quelqu'un qui a des agrégats comme les nôtres, qui est physiquement là, Mais attention, la personne qui est en train de méditer sur le sans forme, son support physique peut être un être humain. Là, on parle du support mental. Ah, il a quand même un support physique dans le sans Alors, forme. ça dépend. La personne qui renaît dans le sans forme, non. Mais la personne qui est dans le sans forme, qui a une absorption dans le sans forme, voilà, c'est ça. son corps peut très bien être un corps d'être humain, Oui, mais sa conscience relève du sans forme. C'est de ça que je parle. Mais quelqu'un d'extérieur, il va voir l'autre corps qui ne bouge pas, il va penser Bah ouais, on pourrait dire, tiens, il médite sur la vacuité, et même lui pourrait dire, tiens, ça y est, j'ai retenu le nirvana. Peut-être même qu'il rêve à sa pizza. Hein, alors, s'il est dans le sans forme, normalement, de l'extérieur, il peut même pas ça, replier. on On ne pourrait pas faire la différence.
Exactement. De l'extérieur, on ne peut jamais savoir. Ouais, parce que les consciences sensorielles, elles sont coupées à un moment donné. Tout est concentré, l'attention est entièrement dans la conscience mentale. On n'entend pas les sons extérieurs, hein. Oui, alors elles sont coupées dans le sens où elles sont interrompues temporairement, ouais. Mais comme dans le sommeil, comme oui, de toute façon, ouais. Exactement. Donc, quand on est en train de, ou quand on fait une méditation, ou quand on est sur un bouquin, etc., où on est perdu dans nos pensées, etc., on peut avoir le bruit, etc. Puis on l'a oublié pendant quelques secondes. Le bruit de la circulation. Enfin, moi, je pense au bruit du collège. Enfin, je sais de chez ma mère, c'est la sortie des classes, etc. Mais après, on fait même plus attention. C'est là, mais notre conscience zappe complètement. Ah, parce que parfois, dans Oui. certaines méditations, on dit qu'il faut être conscient de tout, etc. Mais en fait, quand il faut focaliser sur tant d'objets, c'est difficile. Enfin, Ça c'est dépend. vraiment inattentif sur d'autres choses. Enfin, Ça dépend de quel type d'attention. Quand on parle des placements de l'attention, oui, à un moment donné, on a le placement de l'attention sur les phénomènes externes. Et quand on dit, par exemple, la méditation sans objet, on essaie d'être conscient de la conscience elle-même, on ne dit pas qu'on doit être conscient. Il y a une forme de cognition inattentive, regarder des phénomènes. C'est-à-dire que la personne ne s'investit pas dans les consciences sensorielles, hein. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ouais. On dit oui, on laisse les consciences ouvertes, on ne touche pas, mais ça ne veut pas dire que la conscience s'occupe de ce qui se passe. Au contraire, elle ne s'investit pas, elle reste présente par rapport à elle-même. Ouais. Ok, très bien, très bien. Est-ce que c'est suffisamment clair ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Ou pas? Ouais. Parce que le reste, c'est rien à côté de ce qu'on va voir après. Non, non, je rigole. Ok, très bien. Et donc, qui renaît alors à ce moment-là? Parce que c'est la strophe 8 quand même, hein. On est sur la 8 ou la 9? C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Ok, c'était la 9, exactement. Donc ça, c'est là. Parce que c'est en effet le contre-argument des réalistes ou des essentialistes qui disent, ok, mais si les êtres aimés sont pareils à des illusions, une fois morts, comment peuvent-ils reprendre naissance? Qui renaît? c'est des humains, alors. C'est des humains qui continuent. C'est quoi? Cette idée du Cette moi. saisie du moi? Ok, Cette idée du moi. ok. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que pour que notre ignorance saisisse la personne comme existant de manière inhérente, il faut qu'elle ait un objet d'observation. Comme tout à l'heure, on a dit, pour qu'on croie avoir un serpent, il faut qu'il y ait une corde. S'il n'y a pas la corde, qui va imaginer qu'il y a un serpent en face de lui, etc. Il faut qu'il y ait une corde. OK. Donc, s'il n'y a pas un moi qui existe conventionnellement, quel type d'ignorance pourrait saisir le moi comme existant de manière inhérente s'il n'y avait pas de moi à la base? Ouais, donc ça, c'est très important. Le moi conventionnel est l'objet d'observation de l'ignorance qui saisit ce moi comme existant de manière inhérente, alors qu'il n'existe que de manière conventionnelle. Ouais, ça, c'est très important. Très, très important. Donc, c'est ce moi qui renaît. Ah, le moi inhérent. C'est le moi conventionnel qui renaît. Ah, mais c'est pas le même. C'est pas le même que quoi? T'as une vie, t'as l'autre, Oui, exactement. t'as la renaissance, c'est le moi, mais ça va être un autre jeu, un autre moi, et le même continuum. Exactement. C'est le même quotidien. La même, Ouais, c'est. Exactement. Les afflictions, on n'en pas de aujourd'hui. Si, si, si. Ah, si, c'est pour ça que c'est compliqué. Sinon, on serait à la plage. Sinon, on se prendrait pas le jeu à chercher à comprendre la sagesse. Oui. Ouais. Donc, ce qu'il faut voir. Non, je trouve que nos graines carrément. Nos afflictions, nos graines carrément. Nos karma. Ouais, mais si on enlève vraiment nos afflictions de bien en vie, ce serait. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des afflictions acquises. Il y a de l'acquis et de l'inné. Ouais, il y a de la saisie acquise et de la saisie innée. Personne ne nous l'apprend. Ça vient tout seul. Et donc, si ça vient tout seul, ça vient d'où? Ah ouais. Du coup, si on trouve, Yeah. ça dépend si on se réincarne en humain, en chat, Est-ce qu'un chat n'a pas d'ego? Est-ce qu'un chat n'a pas de la saisie? Ce serait génial, non? Souvent, on idéalise un petit peu. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je voyais le chat sur le canapé. Moi, je disais, oh, c'est super, moi je vais à l'école, lui il reste sur le canapé, j'aimerais bien remettre sous forme de chat, etc. Mais en fait, c'était vraiment extrêmement puéril de ma part. Parce que quand on voit vraiment les souffrances des animaux, même les mieux dorlotés, etc. Ouais.
Je Ok. me demande, excuse-moi, je peux rajouter quelque chose? Oui. Je me demande justement les personnes qui vont, qui sont OK avec l'Atman, qui justifient ça. Est-ce que ce serait pas ça, justement, cette manière de considérer ce qui passe de vie en vie, en fait? Parce que, parce que pour nous aussi, en fait, on nomme une minuscule goutte ou j'en sais rien. Non, mais J'ai pas lu ça dans les livres, mais... c'est immatériel, non? Donc, la goutte la plus subtile, en tout cas, vraiment, le minuscule, il me semblait que c'était la goutte, mais la goutte subtile du continuum, en fait, c'est ça. J'ai pas lu ça. Ok, mais tant mieux, alors, bon, c'est pas grave. Ok. Mais en fait, on nomme, on désigne. Oui. Voilà, on désigne. Alors, si c'est pas la goutte, c'est autre chose. Oui. Mais cette petite partie minuscule du continuum qui passe de vie en vie, ce serait en fait considéré et désigné par les hindouistes, je crois, ou les brahmins, je ne sais pas les termes, Oui. mais par l'Atman. Et en fait, moi, c'est ça ma question, c'est que nous, on adhère à ça quand même, qui est quand même mais qui est quand même quelque chose. Alors toi, tu dis du coup que c'est le moi, mais il y a quand même quelque chose. C'est compliqué, mais il y a, je crois que voilà, il y a ce quelque chose, ce véhicule, pas ce véhicule, mais ce continuum qui fait que ça transporte, on transporte ces graines, on transporte voilà, ce karma, cette énergie, C'est une question importante. du coup, voilà, enfin. Déjà, j'ai entendu, c'était quand même au moment d'avoir l'esprit comme un cheveu dans une boîte de beurre. C'était la boîte de beurre, c'est notre corps, c'est notre très bon avant, Oui, c'est l'une des illustrations pour l'une des souffrances, l'un des 6 types de souffrances, les souffrances du fait de mourir, de m'être seul. Donc, quand on retire un poil de yak, une note de beurre, il est tout seul. Ok, donc ici, ce qui peut être. Le cheveu, c'est ce qui reste. Alors, c'est un exemple, hein, comme tant d'autres, il a ses limites. Ouais. Oui, mais Mais ce qui reste, c'est le karma. c'est toute la question. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que, en effet, quand on soumet la personne à l'analyse conventionnelle, qu'est-ce qu'on trouve? Une personne conventionnelle. Mais que veut dire une personne conventionnelle? Non, C'est une personne. Alors, il n'y a que des agrégats, il n'y a pas de que personne. les agrégats, c'est pour ça qu'on la personne. Ah bon, Mais il y a la personne? conscience pure aussi. Ça ne veut pas dire que. Non, mais je suis d'accord. On voit, enfin, nous, la personne, on l'appréhende via les agrégats. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'existe pas. La personne est un existant imputé. Ça veut dire que pour l'appréhender, on passe par des agrégats. Ça ne veut pas dire que la personne n'existe pas. Non, Le temps existe. Mais pour l'appréhender, on passe par la montre. C'est presque comme s'il y avait une dimension qui nous est accessible. Mais est-ce qu'on- Oui, mais ça doit pouvoir être accessible parce que quand on dit une vérité conventionnelle, c'est quoi la définition de vérité conventionnelle? C'est un objet trouvé par une condition valide conventionnelle. C'est comme si. Et donc, ça veut dire que si on dit qu'on existe, parce que comme dit sa sainteté, si vous doutez d'exister, pensez-vous. Et donc, ça veut dire que si on existe, comment on existe de manière simplement imputée, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire exister de manière simplement imputée? C'est extrêmement difficile à comprendre. Extrêmement difficile à comprendre. À la rigueur, rejeter l'existence inhérente, à la rigueur, une fois qu'on a analysé, etc., c'est pas si compliqué, finalement. C'est ce que disent les textes, en tout cas. Mais réaffirmer l'existence conventionnelle, c'est ce que dit sa sainteté, par exemple, dans The Geluk Gita Tradition of Mahamudra, à un moment donné, où il dit que si on a étudié l'abhidharma, la relation entre les instances et leur généralité, à ce moment-là, on peut mieux comprendre l'existence conventionnelle des prasangika. C'est juste magnifique. Ça veut dire qu'il faut étudier les débats. Ok. Donc, que veut dire exister de manière simplement imputée? Parce que, en effet, les prasangika sont d'accord avec les autres écoles en disant qu'il n'y a pas de soi autosuffisant et substantiel. Pourquoi? Parce que la personne est un existant imputé. Mais les prasangika vont plus loin en disant que la personne, non seulement c'est un existant imputé, mais en plus, c'est un existant simplement imputé. Donc, c'est pourquoi il réfute 2 types de soi, un soi grossier et un soi subtil. Réfuter l'existence inhérente, ça revient à dire, OK, le soi n'est pas. C'est parce que si on dit que la personne n'existe pas, on est nihiliste. Si on dit que la personne existe, comment existe-t-elle? Comment existe la personne? C'est ça qui est compliqué. Exactement, d'où la question. Parce que cette question n'est pas juste une question rhétorique dans la strophe 9, c'est qui est René? Qui
Qui décide de méditer? Qui va obtenir l'éveil? Qui, etc., etc. C'est un moment, c'est une idée de moi. Ah bah voilà. C'est comme le temps. Est-ce que c'est pas un Parce que un concept est permanent. Eh oui, voilà, donc on peut Et pas un dire que c'est concept, un impermanent. concept est temporairement permanent. Si on disait que la personne n'était qu'un concept, à ce moment-là, ça veut dire que la personne, quand on arrête de penser à la personne, elle n'existe plus. D'ailleurs, c'est ça. Exactement. Mais Ouais, c'est comme le on voit non-corps. enfin, le corps, les sensations, il n'y a pas de problème, c'est des choses concrètes. Mais le Ah, moi, mais c'est justement, dans les différent. slides que j'avais tout à l'heure, que je vous remontrerai peut-être demain, parce qu'il y en a Le plus de temps, temps, c'est plus concret que le moi. je vous remontrerai des slides par rapport à tout ça, parce que c'est très important. Dans le chapitre 9, c'était les strophes, quoi, 85, 81, chapitre 1 du Ratnavali de Nagarjuna, quand il dit la personne n'est ni l'élémentaire, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, mais où trouver la personne en dehors de ces éléments? Et ensuite, il va dire, OK, on pourrait se dire, oui, mais les agrégats des éléments existent de manière pure et dure par la personne. Oui, mais après, juste après, dans la strophe 88, Madame Nagarjuna dit, oui, mais même les éléments eux-mêmes dépendent de leur partie constituante. Donc, comment est-ce qu'ils pourraient avoir une existence solide et réelle? Il n'y a rien à quoi s'agripper. Peut-être que de quoi était le barreau de la mort, alors. Le barreau de la vie. Le barreau de la vie. On va en parler. On a un peu le temps pour ça. C'est un peu l'illusion qu'il y a plusieurs consciences. Donc, je sais pas si Il y a quoi? plusieurs Plusieurs mois, consciences, plusieurs mois? non? Ça arrive, parfois on n'est pas tout seul dans notre tête. C'est un peu plus zen. Non? C'est exemple de la rivière où il y a plusieurs vortex. Courant. Oui, des vortex, ouais, Plus des on s'attache, plus devant gros les vortex, Oui. plus on saisit les gros. Bah, en réalité, c'est toujours le même chose. Oui, 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 exactement, d'une certaine manière. Ça, c'est le chapitre 27, traité du milieu de Arjuna, qui se pose cette question-là, d'où l'importance d'étudier les généralités et les instances dans les débats. Ok, parce que c'est un c'est. simple terme, des J'ai bien fait de poser cette question-là. Personne ne va dormir cette nuit. Mais qui suis-je? Mais franchement, ça c'est super. Ça, c'est vraiment super parce que je trouve que c'était Jetsun Milarepa qui avait demandé à l'un de ses disciples, son disciple qui avait dit OK, je suis malade, je ne vais pas bien, etc. Jetsun Milarepa qui lui avait dit OK, ce soir tu vas chercher ton moi. Et le lendemain, le disciple était complètement affolé. J'ai passé toute la soirée à me demander mais qui suis-je, etc. Impossible à trouver. Et Jetsun Milarepa a dit magnifique, magnifique, c'est super. Donc ça, ce qu'on est en train de faire, c'est l'aspect pratique. C'est très, très important. Donc finalement, on a bien fait de terminer là-dessus. C'est très, très important. Se poser la question, mais qui suis-je? Où vais-je? Où cours-je? Dans quel étagère? La réponse, Ouais. plus loin. On va parler à son pays là. Oui, parce qu'on doit pouvoir expliquer les choses. Parce que sinon, souvent, les madhyamikas n'ont pas de thèse. Ça, c'est une forme d'extrême de dire que les prasangikas sont. Tout à l'heure, on a parlé des prasangikas, les conséquentialistes ils prennent les thèses des autres et les retournent contre elles-mêmes, les thèses d'autrui. Mais ça voudrait dire qu'à ce moment-là, les prasangikas n'ont aucune thèse, ne peuvent pas affirmer un monde cohérent, conventionnel, etc. Et ça, c'est très important. Quand Inara Geshe-Losel avait donné une retraite sur le chapitre 7 de la Nagarjuna au Sankara-Chakra, c'était juste hallucinant, hallucinant. Où, en effet, à la Nagarjuna qui réfute les points de vue absolutistes, etc., sur la production, la durée, la cessation, etc. Mais Venerable Ganesan nous a posé la question, il a dit, si on prétend être syndicat, on est censé échapper aux incohérences. Donc, comment est-ce que nous, on est capable d'expliquer la production en l'absence d'existence inhérente? Donc ça, c'était vraiment l'aspect pratique, de chercher vraiment à ce que nous, on peut avoir un système cohérent. Est-ce que les syndicats, ils ont des assertions? C'est ce que dit Adana Nagarjuna dans le chapitre, la dernière strophe du chapitre 7, quand il dit Udaritam, nous déclarons. Nous déclarons. Et même dans un autre chapitre, il dit Napashamam, nous voyons, nous déclarons, etc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les syndicats ont des thèses conventionnellement. Ils sont capables d'affirmer la renaissance, la mort, la renaissance, la production, la cessation, etc., en absence totale d'existence inhérente. Et comment on fait? Tout est le principe de cette retraite, une mini-retraite d'un week-end qu'on est en train de faire sur la vacuité. C'est le moi conventionnel qui venait de Lyon. Oui. Mais
Et je pense que la question, c'est, moi, j'ai souvent entendu que c'est le subliminal clear mind, Oui, c'est-à-dire, ok, la lumière un peu subtile, l'esprit de la lumière extrêmement chercher subtile. vraiment quelle est la substance non substantielle qui va Substance non substantielle. Elle est pas mal celle-là. c'est ça, non? C'est sur la base de cette subliminal clear. Oui, exactement, Mais parce la que compagnie des Et ces deux-là, ils sont complètement contradictoires. ah, nécessairement, Donc, nécessairement. Mais Mais les c'est agrégats sont exactement la comme cause là, de par notre exemple. instruction. Est-ce que Christophe est assis? non, mais je veux Oui, bien que et pourtant dans Christophe chaque- est contradictoire avec son corps. Dans chaque pays, on a nous avons un moi en jeu conventionnel, Oui, mais c'est pas cette moi conventionnel qui construit c'est le non, exactement. C'est le Donc- simple jeu qui est la continuité générale. Par exemple, Oui, voilà, Par c'est exemple. de façon générale. oui, Mais général, général, ça veut dire le simple jeu qui est désigné en dépendance de tous les jeux. Quand le Bouddha, dans les Jataka, c'est le récit des vies passées du Bouddha. Quand il dit, il y a plusieurs existences par le passé. J'étais un mendiant ou j'étais un prince, etc. Quand il dit je, ce jeu qui était un prince, est-ce que c'est le même jeu quand il est Bouddha maintenant? Sûr que non, parce que là, il est éveillé, avant il ne l'était pas. Comment il pourrait dire que mon jeu, c'était celui qui était prince à l'époque? C'était impossible. Donc ça veut dire, Ce jeu conventionnel basé sur vie, c'est le jeu général dont tu parles. oui, magnifique, mais c'est ça. C'est parce qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, hein. Il faut que vous trouviez aussi vos propres réponses. C'est très important. Parce que si moi je dis des trucs déjà, vous, c'est même pas nécessairement valide. Donc, c'est deux questions, c'est deux constats un peu différents. Enfin, cette question de si c'est vraiment l'esprit subtil clair, ça c'est l'autre question de logique générale. Donc, Alors, il y a comment ça? une analyse dans le constat par rapport à les drops et les gouttes, merci. Ah, les gouttes. Les gouttes. Subtle drops and more and il y a des gouttes que je parlais. Non, mais ça, on peut pas Dans voir. le processus de la Ça, c'est très, très différent. Quand on dit- Oui. Donc, c'est deux questions très, très différentes, mais qui répondent à des deux questions différentes. Alors, c'est quoi ces deux réponses? Ben, les questions. Question-réponse, question Une question, c'est quoi qui convient d'une vie? Oui, ça, c'est une l'autre question, et ensuite, l'autre, qui est les gouttes. peut-être répondue par des gouttes. Ça, c'est quel est le mécanisme que cette Ok. chose conduit. Ah. Donc, il a un qui conduit et comment ça marche. Alors, c'est nécessairement pas les gouttes. Ouais. Nécessairement pas, attention. Quand on parle de la goutte indestructible, Voilà. Michik et Tiglé en tibétain, la goutte indestructible, pourquoi est-ce qu'on l'appelle indestructible? Elle n'est pas vraie, c'est une division, c'est une expression, c'est une façon de parler. Ça veut dire que tant qu'on est vivant, elle est indestructible, c'est ça que ça veut dire. Mais elle est destructive, puisqu'au moment où on meurt, elle est détruite. Ouais. Donc ça, On ça, a des c'est- gouttes blanches et rouges qui se rejoignent au niveau du cœur, ça détend les canaux latéraux et ça ouvre la goutte indestructible, soi-disant indestructible, et c'est là où la conscience subtile, avec le prana subtil, va s'échapper vers d'autres destinées. Ce lien-là, quoi. Il y a ce processus-là énergétique, Ouais, et après, il y a le truc. ok. Donc, Donc, du mais- coup, c'est Oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est juste du processus énergétique. Ça veut dire que ça n'a rien à... C'est lié à la conscience, mais ce n'est pas de la conscience. c'est ça, Ouais. c'est Et- une sorte de vente, quoi. Oui, alors c'est différent parce qu'on a ça, lung tiglé en tibétain. Ouais, ça, c'est les nadis, les canaux. Lung, c'est le souffle, et tiglé, ce sont les bindus, les gouttes. Ouais, donc là, ce sont on pourrait dire des quintessences extrêmement subtiles associées à des niveaux de conscience. Et au niveau du cœur, c'est là où se trouve la conscience la plus subtile tant qu'on est vivant. C'est son lieu de résidence principal. Ça ne veut pas dire qu'elle ne puisse pas bouger, mais c'est son lieu de résidence principal. Et donc, à cette conscience la plus subtile, associée au souffle le plus subtil, de toute façon, elle est toujours associée au souffle le plus subtil. Il n'y a jamais de conscience pure sans souffle extrêmement subtil, dans les tantras. Ouais. Ok. Et donc, les deux vont de toute façon ensemble, en parallèle. Ouais. Mais l'un est contradictoire avec l'autre, nécessairement, mais ils sont une même substance.
Ouais, ok. Et donc les gouttes ici dans notre corps actuel, quand elles se résorbent, etc., c'est là où la goutte indestructible se délite d'une certaine manière, elle s'ouvre d'une certaine manière, et la conscience la plus subtile, avec le prana le plus subtil, va se diriger vers l'état intermédiaire quand même loin. Ouais. Mais les gouttes ne sont que des lieux de résidence temporaire, en fait, hein, en réalité. C'est pas. C'est le chakra, en fait. Ok. Alors, c'est pas la même chose, hein. Les gouttes se trouvent au cœur du chakra, et au centre du chakra. Le chakra, il est créé à cause de l'étranglement des deux, du canal central par les deux canaux latéraux. Ouais. Parce que les souffles sont toujours à l'extérieur. On n'arrive jamais à les faire entrer à l'intérieur, sauf dans des cas extrêmement spécifiques. Mais grâce aux pratiques des tantras supérieurs exclusivement, les autres tantras, on ne peut pas le faire, que dans les tantras supérieurs, on arrive à faire entrer, résider et se dissoudre les souffles dans le canal central. Et c'est là où, justement, comme ils ne sont plus dans les canaux latéraux se détendent, et donc c'est là où on peut travailler sur les énergies subtiles. Mais les énergies subtiles ne sont pas. On pourrait dire que ça fait partie des agrégats en dépendance, des agrégats subtils en dépendance desquels on peut imputer la personne. C'est-à-dire que la continuité de la personne, elle est en dépendance de la conscience la plus subtile, qui, elle, est toujours associée au souffle le plus subtil. Ouais, donc, on pourrait dire que ces deux-là existent depuis les temps sans commencement. Elles sont là pour toujours. Ouais, deviendront les deux corps de l'éveil, au moment de l'éveil. Mais là, sont on pourrait dire, les agrégats les plus subtils, en dépendance desquels on peut imputer le jeu. Mais ils ne sont pas le jeu. S'ils étaient le jeu, donc on pourrait trouver le jeu dans sa base d'imputation. Ah, ça voudrait dire qu'il aurait une existence ultime. Et ça, c'est impossible. Donc, en fait, quand on dit c'est le dernier instant de conscience qui va projeter dans la prochaine vie, quelque part, c'est un peu. Enfin, moi, j'ai un peu ma réponse là-dedans. Je sais pas si Ouais, parce qu'on est dans la claire lumière, un peu de ce côté-là, tout ça, c'est une belle. C'est comme ça qu'il faut essayer d'être le plus calme possible, d'avoir des bonnes pensées, de ne pas être stressé, de ne pas encore, c'est ça qui va grimper. Ou si le froid est chaud. Donc on fera une discussion demain matin pour essayer d'évoquer tout ça. C'est intéressant d'avoir un objet un peu concret quand on médite, de savoir où un objet sur lequel il faut au moins réfuter, qui soit correct. Ah, mais ça, c'est très important. C'est ça le plus compliqué, c'est pour ça. Sinon, il y en a plein qui méditent sur un objet de négation qui, en fait, n'est pas un objet de négation. Il y en a qui, par exemple, disent qu'on peut obtenir l'éveil que si on réalise l'absence d'existence extérieure du phénomène à la conscience. Et les personnes du cas disent ça, c'est un non-existant. Comment est-ce qu'on peut obtenir l'éveil en méditant sur un non-existant? Et donc, c'est pourquoi il faut vraiment certifier ce qu'est l'objet de négation. Ça, c'est très, très important parce que le boulot le plus difficile, c'est ça. Après, le réfuter, une fois qu'on connaît les arguments, les raisonnements, ça va. Mais c'est d'abord déterminer l'objet de négation. Ça, c'est le plus difficile. D'ailleurs, poser la question autour de vous, chez les bouddhistes, etc., demander que veut dire sur l'autosuffisance substantielle. C'est pas évident d'avoir des réponses. Que veut dire exister de manière inhérente? C'est pas évident d'avoir des réponses. Tout le monde va avoir des réponses différentes, etc. Mais des réponses extrêmement claires, comme les mentionne sa sainteté, c'est juste extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Ok, très bien, très bien. Ok. Est-ce qu'on a des questions? On a plein de questions. On n'a que ça. On n'a que ça. Demain, on va faire les vrais. Demain, alors. Aujourd'hui, c'était les antipathes. Je pas bien, mais je pense que les gens sont mis un peu trop faciles. Merci, Steven. Oui, donc demain, je vous remontrerai les diapos. Oui, exactement. Comme ça, on aura de l'audiovisuel. Et on essaiera de revenir sur ces questions-là parce que, comme dit le Panchen, fameux Panchen Lama, ouais, dans ce magnifique texte, ouais, la tradition orale, Gelupa sur le Mahamudra, ouais, qui dit que certifier l'objet de négation, c'est là où justement obtenir la libération. Alors que si on se trompe sur l'objet de négation, la libération est juste impossible. Parce que c'est comme si on avait peur d'un monstre sous notre lit et qu'on nous dit, ben non, il n'y a pas de zombies dans le jardin. Est-ce que ça va effacer notre peur?
Non, non, nous, on a peur d'un monstre sous notre lit. Si on nous dit, bah non, il n'y a pas de zombies dans le jardin, qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, donc si on se dit, OK, je me souviens, c'était Venera Geshe-Japa qui avait dit ça, où il débattait, etc., puis quelqu'un donnait une autre réponse, où il disait, c'est comme si on demandait, est-ce que papa est là? Maman est sortie. Mais c'est le même principe. Si notre problème le plus douloureux, etc., c'est ce cauchemar à cause de l'ignorance fondamentale, et qu'on ne saisit pas, on ne comprend pas quel est l'objet saisi par cette ignorance fondamentale, et qu'on médite sur un autre objet de méditation, ça revient à la même chose que d'observer par la fenêtre plutôt que de constater l'absence du monstre sur le lit. Ouais, c'est pour ça que c'est si important. C'est pour ça que c'est si difficile aussi. Ok, très bien, merci, c'était un immense plaisir. Donc, on peut essayer de méditer sur les dédicaces. Ouais, parce que c'est très important, comme on a dit, il y a l'aspect cognitif, mais l'aspect cognitif sans l'aspect affectif, c'est très difficile. Ouais, souvent, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi j'arrive pas à retenir une strophe? Pourquoi j'arrive pas à retenir ceci? Pourquoi j'arrive pas à retenir cela? Parce qu'on a beaucoup de voiles dans notre esprit. On a beaucoup, beaucoup de voiles. Et donc, c'est très important de faire des pratiques de purification. Très important de faire des pratiques pour développer les mérites, pour désépaissir les voiles qu'on a tous. Il ne faut pas se juger, c'est tout à fait normal. En tant qu'être ordinaire, on a des voiles, c'est tout à fait normal. Il faut le reconnaître sans se juger, sans culpabiliser, c'est la nature des choses. Mais on peut travailler sur nos voiles, on peut développer encore des mérites, purifier notre esprit progressivement grâce à l'aspect affectif. Et sur la base de cet aspect affectif extrêmement puissant, on peut développer un aspect cognitif sans avoir besoin de trop d'efforts. Ouais, c'est ce que font les grands maîtres comme Saint Dalai Lama, ouais, qui ont obtenu la réalisation directe de la vacuité. C'est incroyable. C'est grâce au soutien des mérites. Donc c'est si important de développer ça aussi. Ouais. Ok, donc c'est pourquoi tous ces mérites qu'on essaie de développer aujourd'hui et les mérites associés au développement de la sagesse aussi, ça c'est très important. On peut les dédier à la longue vie, à l'excellente santé de ce Saint Dalai Lama, des maîtres pleinement qualifiés comme lui, comme Lama Zopa Rinpoche ainsi, et pour que toutes les guerres, tous les conflits, toutes les épidémies, les catastrophes naturelles cessent le plus rapidement possible, que toutes les personnes qui ont un rôle important dans ce monde retrouvent la lucidité, la bienveillance, la compassion, l'interdépendance, le vivre ensemble, le respect des autres, et que tous les droits humains et non humains soient respectés le plus rapidement possible, que le droit à l'autodétermination des peuples soit respecté le plus rapidement possible, que tous les enfants, garçons et filles, et de tous les genres, possibles et inimaginables obtiennent une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit, car, comme disait Victor Hugo, l'esprit se nourrit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir et pour l'éveil de tous les êtres le plus rapidement possible aussi. À demain, merci beaucoup et bonne À demain. méditation ce soir. Merci. À demain. Merci, à demain avec des diapos. Bonne Avec des soirée. Merci visuels. pour tout, Fréquent. Merci, avec grand plaisir, Daniel. Ciao. Ciao, ciao.